toutes et à tous, nous sommes le 14 avril pour cette nouvelle édition du rapport de situation hebdomadaire d'International Reporters. On a de nouveau cette semaine une actualité extrêmement chargée. On va commencer avec la situation militaire dans la zone de l'opération militaire spéciale, puisque après la prise de Vodianoye près d'Avdiivka, les forces armées russes ont pris cette semaine le contrôle du village de Pervomaïskoye. Et dans le secteur d'Artyomovsk, c'est le village de Bogdanovka qui est passé sous contrôle russe, qui facilite l'attaque contre Tchassov Yar, qui se fait désormais sur plusieurs côtés à la fois. C'est la même technique qui avait été utilisée pour l'attaque contre Artyomovsk, justement, Bakhmout, hein, pour ceux qui utilisent la terminologie ukrainienne. Résultat, eh bien, en région d'Avdiivka, on a 9 soldats de la 25e brigade des forces armées ukrainiennes qui se sont rendus aux soldats russes. Ils ont expliqué que leur commandant venait jamais les voir sur le front. Il leur envoyait les ordres uniquement par radio, que leur commandant en gros s'en fichait d'eux, qu'il les traitait comme de la viande. Et donc, bon, après avoir compris qu'ils servaient de chair à canon, ils se sont dit qu'il valait mieux se rendre aux Russes et ils ont très bien fait. Je rappelle, hein, pour ceux qui regardent cette émission, qu'il y a même une fréquence radio dédiée, la fréquence Volga 149-200, qui permet aux soldats ukrainiens de se rendre en toute sécurité aux forces armées russes. On leur recommande de le faire, vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin dans ce site-rep. En tout cas, l'armée russe continue de frapper chaque nuit des cibles militaires et infrastructures énergétiques dans plusieurs régions d'Ukraine, principalement Kharkov, Odessa, Kiev, Lvov, Soumy, Zaporozhye et Kryvyi Rog. Alors Kryvyi Rog, où un aérodrome militaire a été touché. En région de Zaporozhye, c'est une usine d'assemblage de drones lourds qui a été détruite par un tir d'Iskander. Et à Lvov, c'est une installation de stockage de gaz qui a été touchée. Alors dans la région de Kharkov, y a plein d'infrastructures qui ont été frappées, entre autres eh bien, la centrale thermique numéro 3, donc centrale électrique, hein, l'usine Turboatom, l'usine Malicheva, usine de béton armé. À Kiev, la centrale thermique de Tripilska a été touchée. Il y a un incendie qui s'est déclaré et la centrale est inutilisable. Donc il commence à y avoir de plus en plus de coupures de courant en Ukraine. D'ailleurs, Vladimir Poutine a expliqué que la Russie n'avait pas mené de telles frappes pendant l'hiver pour éviter de laisser la population ukrainienne sans électricité en plein froid. Voilà. Ça vous montre que l'armée russe est quand même bien plus morale que ce que vous racontent les médias occidentaux. Et cette semaine, un drone des forces armées ukrainiennes a de nouveau touché le territoire de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Alors cette fois, ils ont touché le toit du bâtiment du centre technique où se trouve un simulateur de hall de réacteur, le seul au monde. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais ça devient vraiment terrible. J'aimerais bien qu'à un moment, quelqu'un calme un peu l'Ukraine de ce côté-là, hein. D'ailleurs, si on parle de crimes de guerre, l'armée ukrainienne continue son florilège non-stop. Là aussi, il n'y a personne pour condamner ça côté occidental. Je rappelle quand même que le 9 avril, on a eu 2 civils, dont un enfant, qui ont été tués lors du bombardement des forces armées ukrainiennes contre la localité de Klimovo dans la région de Bryansk. 3 autres civils ont été blessés. Le 11 avril, on a un drone ukrainien qui a largué un engin explosif sur une voiture civile dans le district de Koronevski, de la région de Koursk, tuant 3 personnes, dont 2 enfants. Le 11 avril encore, les forces armées ukrainiennes ont attaqué un bus sur l'autoroute Yassinovataya-Gorlovka en RPD, là aussi à coups de drone. 5 personnes, dont une adolescente, ont été blessées. Le 12 avril, les forces ukrainiennes ont visé Tokmak, dans la région de Zaporozhye, avec des armes à sous-munitions. Ils ont fait 8 morts, dont 2 enfants, et plus de 20 blessés, dont certaines personnes grièvement. Et le 13 avril, l'armée ukrainienne a frappé une usine de machines dans le centre de Lugansk qui devait bientôt commencer sa production. Alors avec l'aide bien sûr de missiles Storm Shadow, hein, vu la distance. 9 civils ont été blessés lors de cette frappe ukrainienne. Ce n'est là qu'un petit échantillon, hein. Je vous mets pas tout parce que sinon je vous fais une liste à l'après-vert, on n'en finit pas. Voilà, mais ça vous donne un peu une idée du fait que l'armée ukrainienne est bien continue, hein, ses attaques terroristes contre les civils de différentes régions proches de la ligne de front, et même un peu plus éloignées. Les forces armées ukrainiennes qui d'ailleurs auraient utilisé des armes chimiques près de Klesheyevka en République populaire de Donetsk, donc c'est près d'Artyomovsk. Il pourrait s'agir d'adamsite, hein, substance toxique
qui produit un nuage jaune clair ou vert lorsqu'elle explose et elle affecte les voies respiratoires supérieures, provoquant un ralentissement du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle et un arrêt respiratoire soudain. C'est pas la première fois que certaines unités de soldats ukrainiens utilisent entre autres des drones pour larguer des substances chimiques sur les soldats russes. Je rappelle qu'il s'agit là de l'utilisation d'armes chimiques, ce qui est interdit par toutes les conventions internationales, mais bon, ça, l'Ukraine s'en fiche depuis longtemps. Et puisqu'on parle de violation de toutes les conventions, cette semaine, 2 collègues de journalistes de la société VGTRK Lugansk ont été blessés. L'un a été commotionné, un autre a reçu un éclat d'obus dans la jambe. Ils étaient en train de filmer un reportage près de Kremenaya. Les forces armées ukrainiennes ont même tenté d'achever les journalistes blessés à l'aide d'un drone FPV. Non, mais là, je vous dis, ils ont aucune limite. Et alors malheureusement, le responsable du centre de presse Zapad de l'armée russe, Evgeny Polovodovod, qui était avec eux, qui leur servait tout simplement de guide, a été tué, lui, lors de l'attaque. Donc toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Puisqu'on parle aussi bien de terrorisme, les soldats russes ont découvert sur des positions qu'ils ont prises près de Belogorovka des combattants portant des chevrons de Daesh. Voilà, combattants ukrainiens, voilà, qui sont morts sur des positions. Et puis lorsque nos gars les ont fouillés, ils ont découvert tout ça et ils ont filmé et ils ont envoyé la vidéo à RIA Novosti. Voilà, donc quand je vous disais que les liens entre l'Ukraine et Daesh, c'est pas juste une vue de l'esprit, voilà, vous en avez encore la preuve. Donc dire que c'est Daesh qui a fait l'attentat terroriste du Crocus City Hall et que donc Kiev n'a rien à voir là-dedans. Alors vu que les mecs de Daesh combattent pour Kiev, si tu veux, voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que 1 plus 1 égale 2. Et puisqu'on parle encore de crimes de guerre, un membre du régiment néo-nazi ukrainien Azov, je rappelle, organisation extrémiste interdite en Fédération de Russie, surnommé Box, qui a été capturé, a avoué que son régiment bombardait sciemment des villages proches de la ligne de contact en RPD entre 2015 et 2017, dans le but de provoquer une riposte de la part de la milice populaire, et puis d'en accuser après, bien entendu, la RPD. Voilà, c'est ce que je dis depuis 8 ans. Mais c'est bien, quand les mecs commencent à avouer ce genre de trucs, c'est instructif, c'est très instructif. Voilà. On va parler maintenant un petit peu économie, puisque pendant que les économistes en carton, genre Bruno Le Maire, nous expliquent que l'économie russe est à genoux, la réalité est tout autre. Selon Sberindex, les dépenses de consommation continuent de croître en Russie. En mars, les dépenses des ménages en termes réels ont augmenté de 0,7% par rapport au mois précédent désaisonnalisé. Alors c'est assez intéressant parce que la Banque centrale russe prévoyait initialement une légère baisse des dépenses des ménages cette année. Et en fait, il s'avère qu'on va avoir une croissance de la consommation, certainement entre 3 et 6%. La raison, c'est la croissance des revenus, puisque on est à un niveau équivalent au plein emploi en Russie, et donc les gens négocient des hausses de salaire ou se barrent dans des boulots qui payent mieux. Et donc ça paye, et donc résultat, ils peuvent se permettre de dépenser plus. Voilà, donc quand on vous dit que l'économie russe va mal, faut relativiser. Et puis alors, puisqu'on parle du poids des sanctions, etc., la Commission européenne elle-même a reconnu que le pétrole russe se négocie au-dessus du fameux plafond de 60 $ le baril qui avait été fixé par les sanctions européennes. Ouais. Alors, donc ça veut dire que vos sanctions marchent pas du tout. De une. Et puis alors, de deux, ça rime à quoi dès lors de réfléchir maintenant au 14e paquet de sanctions? C'est-à-dire, quand vous voyez que les 13 précédents n'ont pas marché, à un moment, il faudrait peut-être vous dire que ça sert à rien de continuer. C'est pas en faisant plus que ça finira par fonctionner. Je vous le dis. Vous allez vraiment finir par vous torpiller. Et passer définitivement pour des idiots. Et puisque je parlais tout à l'heure de la centrale nucléaire de Zaporozhye, le 13 avril cette semaine, le 4e réacteur de la centrale nucléaire de Zaporozhye a été mis à l'arrêt à froid. C'était le dernier réacteur qui était encore en mise à l'arrêt à chaud. Donc ça y est,
Il a été mis en arrêt à froid comme tous les autres, ce qui est beaucoup plus sûr, hein. Tout a été fait selon les normes. Le fond de rayonnement sur place est normal, se situe dans les valeurs naturelles. Et donc, désormais, les 6 réacteurs de cette centrale nucléaire sont dans cet état d'arrêt à froid, c'est-à-dire il est arrêté à basse pression et basse température de l'eau de refroidissement. Ça va permettre de réduire un peu les risques de catastrophe en cas de bombardement ukrainien qui viendrait à se poursuivre, hein, parce que bon, ils n'ont pas l'air de vouloir arrêter. Et puisqu'on parle un petit peu, eh bien, Russie, Ukraine, justice, tout ça, on a découvert des petites choses intéressantes, puisque le comité d'enquête russe a découvert, après requête d'un groupe de députés de la Douma, qu'un certain nombre de sociétés, et entre autres la société gazière Burisma Holdings, vous savez, celle où siégeait Hunter Biden, ont été utilisés ces dernières années pour financer en fait des actes terroristes commis par l'Ukraine en Fédération de Russie et à l'étranger. Alors j'ai poursuivi l'enquête un petit peu plus loin. Alors en fait, il s'avère qu'il y a tout un réseau en fait de sociétés américaines, alors ukraino-chypriotes, hein, parce que Burisma, le propriétaire, il s'est barré à Chypre, etc., qui ont financé au choix des attentats terroristes, au choix des laboratoires biologiques en Ukraine où étaient menées des recherches pour créer des armes biologiques, des recherches médicales sur des enfants et des patients d'hôpitaux psychiatriques, des largages de pathogènes extrêmement dangereux, genre tuberculose résistante aux antibiotiques habituels, etc. Enfin, on a eu droit à tout. Donc voilà, on a des sociétés aussi qui se gavent sur toutes les fournitures d'armes à l'Ukraine. Donc à chaque crime de guerre de l'armée ukrainienne, ils se mettent de l'argent dans les poches, hein. Donc on retrouve là-dedans, bien sûr, la Burisma, on retrouve Rosemont Seneca, hein, qui appartient à ce cher Hunter Biden. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. Metabiota, hein, qui est une société financée par la précédente, hein, Rosemont Seneca. On retrouve BlackRock, hein, puis d'autres. Et alors tout ça, ça gravite autour du clan Biden. C'est quand même... donc si vous voulez, on se rend compte que non seulement c'est une famille qui nage complètement dans la corruption la plus totale, mais en prime, ces gens-là sont liés à des sociétés qui financent des attentats terroristes, des crimes de guerre, des laboratoires qui conçoivent des armes biologiques, la totale. C'est-à-dire que les mecs, c'est nos limites, quoi. C'est vraiment nos limites, c'est corruption et crime à tous les étages. Je vous encourage donc à aller voir l'enquête détaillée que j'ai fait dessus, parce que tout vous résumer lors du Cistrep, c'est un peu compliqué, mais vous avez tous les détails, tous les liens, toutes les infos pour vérifier ce que je dis dans l'article. Donc allez le lire, partagez-le, parce que c'est très important que les gens comprennent un petit peu qui sont les gens qui dirigent les États-Unis, parce que c'est quand même eux qui dictent en gros quand même la politique étrangère et militaire, entre autres de l'Europe, c'est-à-dire de vous. Donc, à un moment, il faudrait peut-être quand même que vous voyez un petit peu qui sont les Gugus et que vous vous rendiez compte qu'ils ont vraiment aucune limite au niveau saloperie. Vraiment, ils sont prêts absolument à tout. Et puisqu'on parle de saloperie, des images extrêmement choquantes ont été extraites de portables qui appartenaient à 3 personnes dont les corps ont été découverts dans un sous-sol à Popasnaya, en République populaire de Lugansk. Donc c'est une des localités qui a été libérée par l'armée russe en mai 2022. Alors 2 corps portaient des uniformes des forces armées ukrainiennes, le troisième portait des vêtements de style militaire, mais pas de marque d'identification. Mais alors, sur une des photos retrouvées dans un des téléphones portables, on a retrouvé de la pédopornographie. Bon, déjà, bon. Sur une de ces images, on a la devise du 75e régiment de Rangers de l'US Army. Les Rangers ouvrent la voie, inscrite sur le dos d'un enfant. Alors, on soupçonne que c'était peut-être un enfant de la région. Non, là j'ai vraiment du mal avec ce thème-là, parce que c'est un truc moi qui me met dans tous mes états. Donc on a Anna Soroka, conseillère du chef de la RPL, qui n'a pas exclu que les enfants dont les photos et vidéos à caractère pornographique ont été retrouvés dans le téléphone de ces militaires ukrainiens
était peut-être membre d'un club patriotique ukrainien ou élève d'un internat de la région. Donc là, ils sont en train de mener l'enquête. Mais bon, ça prouve que l'Ukraine est devenue un réservoir géant d'enfants pour les réseaux pédocriminels. Je vous renvoie à mon enquête à ce sujet. Et c'est quand même très inquiétant. C'est quand même très inquiétant sur ce qui se passe dans les zones qui sont sous contrôle de Kiev, sur ce qu'ils font aux mômes, et moi ça me fait gerber. Voilà. Et c'est ça hein, que la France, les États-Unis, l'Europe financent et soutiennent. Hein, voilà. Souvenez-vous-en quand ils vous parlent des valeurs hein, que l'Ukraine défend. Voilà. On va parler un petit peu tout ce qui est FSB, attentats terroristes, justice, puisque le FSB a empêché plusieurs attentats terroristes cette semaine. L'une contre une institution religieuse juive à Moscou. Un homme originaire d'un pays d'Asie centrale avait prévu de commettre une attaque terroriste dans l'une des synagogues de Moscou. Il avait acheté des composants pour fabriquer un engin explosif. Ils ont tenté de l'appréhender, mais il a résisté, donc il s'est fait liquider. Voilà. En Russie, on rigole pas avec ces mecs-là. Une autre attaque terroriste a été empêchée contre une installation militaire à Donetsk. Là aussi, alors cette fois, c'est 6 citoyens d'un pays d'Asie centrale qui avaient été mis sur cette tâche-là. Ils ont été arrêtés par le FSB. Je vous montre la vidéo filmée par le service de sécurité russe. Bien sûr, ce groupe était coordonné depuis l'Ukraine. D'ailleurs, c'est là qu'ils devaient se rendre hein, après avoir fait leur attentat terroriste. Hein, ils devaient passer en Turquie et de là en Ukraine. Donc ça prouve bien que l'Ukraine est bien impliquée dans ce qui s'est passé au Crocus City Hall. On retrouve le même schéma. Voilà, des gens d'Asie centrale coordonnés depuis l'Ukraine et qui cherchent à s'enfuir là-bas une fois qu'ils ont terminé leur attentat terroriste. Alors, chose assez inquiétante, c'est que le 12 avril, l'ancien officier du SBU passé du côté russe, Vassili Prozorov, hein, que vous connaissez pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques années, hein, qui a fondé la chaîne d'enquête Ukrolix, a été blessé lors d'un attentat terroriste à Moscou. Sa voiture a été piégée. Heureusement, Vassili n'a été que blessé, il va s'en remettre rapidement. Mais ça nous rappelle à tous, et j'ai refait un avertissement à un certain nombre de collègues de vraiment faire très très attention, entre autres quand on laisse les voitures parquées dehors sans surveillance. Voilà, ça c'est vraiment, il y a des mesures de sécurité à prendre pour éviter ce genre de choses. Il a eu énormément de chance, je pense que sa voiture était blindée, c'est ce qui l'a sauvé. Mais voilà, la prochaine fois, ça pourrait ne pas être le cas. Chose inquiétante, on n'a pas de nouvelles de Russell Bentley, un Texas, pour ceux qui le connaissent, ce volontaire américain arrivé dans le Donbass en 2014, qui depuis est resté vivre sur place. Il a disparu le 8 avril dans le district de Petrovski. Il s'était rendu avec sa femme à l'administration pour des papiers. Il y a eu un bombardement. Il s'est dit qu'il y avait potentiellement des victimes. Il a décidé d'aller voir pour porter assistance. Et depuis lors, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On a retrouvé sa voiture avec son portable détruit à l'intérieur, ses affaires, et on ne sait pas où il est. Là, le ministère de l'Intérieur de la RPD a publié un avis de recherche, et on a un média qui avait récemment fait un film sur Texas, qui a offert une récompense pour toute information qui permettrait de le retrouver. Alors j'espère qu'on va vite le retrouver, j'espère qu'il n'a pas été enlevé par Kiev. Parce que c'est clair que s'ils l'ont attrapé, ils vont lui faire vivre l'enfer. Donc j'espère vraiment que ça va se résoudre et qu'on va le retrouver rapidement. Et puisqu'on parle de l'Ukraine, on va parler de l'évolution de la situation dans le pays 404. Puisque là-bas, les commissariats militaires partent complètement en roue libre, hein, sur fond de vote d'une nouvelle loi de mobilisation qui élargit encore les critères. Donc maintenant, même les gens qui avaient été déclarés inaptes doivent repasser un examen médical. Et alors, si tu es partiellement apte, alors c'est-à-dire si tu as déjà perdu une main, un bras, un œil, ils vont considérer que tu es encore apte, que tu peux encore aller te battre, ils vont te renvoyer sur le front. C'est ça que ça veut dire. Bon, quand on est là, si tu veux, non, là, faut arrêter, je veux dire, la stop, le Volkssturm, tout ça, tout ça. Mais alors, résultat, les commissaires militaires, les recruteurs, ils partent complètement en vrille.
Alors on a eu le cas en région d'Odessa, des recruteurs militaires qui ont enlevé et ligoté un jeune homme en pleine rue. Ils l'ont menacé avec leur fusil mitrailleur parce que le gamin s'est débattu. Alors je dis gamin oui parce qu'ils ont fini par le jeter du bus quand ils se sont rendus compte qu'il n'avait que 14 ans. Voilà. Puis ils l'ont menacé de représailles si jamais il racontait ce qui s'était passé. Bon, il a quand même raconté ce qui s'était passé parce que, bon, après 2 heures de marche avant de pouvoir revenir chez lui, quand les villageois, puis surtout sa grand-mère, l'ont vu arriver, si tu veux, ils ont compris qu'il y avait un truc qui s'était passé. Alors le gamin est orphelin, il vit chez sa grand-mère. Bon, bien entendu, ils ont porté plainte. Je doute que ça aille très loin. Mais c'est... Non, là, les mecs, faut arrêter. Là, enfin, je veux dire, vous êtes complètement cinglés. Et alors là, encore récemment, un commissaire militaire a frappé et jeté au sol une travailleuse sociale qui venait simplement lui demander où était un homme qu'ils avaient enrôlé de force, dont on était sans nouvelles, parce qu'il était le seul à pouvoir s'occuper de sa mère, qui est aveugle et alitée. Donc voilà, ils prennent n'importe qui et ils s'en foutent de laisser des personnes âgées, des personnes, je dirais, handicapées, sans proches pour s'occuper d'eux. Enfin, c'est vraiment ignoble. J'ai plus de mots. Vraiment, enfin, ce qui est devenu l'Ukraine, c'est absolument immonde. Et on vient te dire que l'Ukraine défend les valeurs européennes. C'est ça les valeurs européennes? C'est de mobiliser de force des gars qui sont les seuls à pouvoir s'occuper de leur mère aveugle et alitée et de frapper et de jeter à terre l'assistante sociale qui vient te dire qu'il faut rendre la liberté à ce pauvre monsieur. Non mais vous êtes là, non, là faut arrêter, là c'est vraiment n'importe quoi. Et puis alors, puisqu'on parle des valeurs ukrainiennes et de soldats ukrainiens, on a la députée, hein, Mariana Bezouglaya, qui a estimé que augmenter les paiements aux soldats ukrainiens de 70 000 grivnas, oui, non, mais non, parce que ça va déprécier la monnaie nationale. Et puis elle estime aussi que les paiements de 15 millions de grivnas pour la famille d'un soldat qui s'est fait tuer sur le front, c'est excessif. Hein, ouais. Non, mais les valeurs, c'est pas l'argent, tout ça, tout ça. Alors, le truc le plus sublime, c'est qu'elle dit que, au pire, hein, certains peuvent recevoir des paiements via Gozuslugi. Alors, Gozuslugi, c'est les services russes de l'État en ligne. Si vous vous rendez, oui, c'est une bonne suggestion. Suggère à tous les soldats ukrainiens de se rendre. Parce que bon, quand tu vois une députée qui est assise bien confortablement avec son salaire très confortable de députée à la Rada, qui vient te dire que en gros ta vie elle vaut que dalle, que tu mérites pas qu'on te donne un peu plus d'argent et tu mérites surtout pas qu'on donne de l'argent à ta famille si jamais tu meurs sur le front, hein, pour défendre, je peux même pas dire les intérêts de ton pays parce qu'en fait tu défends les intérêts de Washington, mais non, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure démonstration que pour les autorités ukrainiennes, leurs soldats, c'est vraiment de la chair à canon. C'est du consommable. Ils en ont rien à foutre. Voilà. D'ailleurs, je signale, d'ailleurs, ce qu'a souligné Vassili Prozorov, c'est que c'est même pas toutes les familles, en plus, qui touchent les fameux 15 millions. T'en as à peu près un dixième, 10% qui touchent. Les autres, on leur dit, votre mari est disparu, on ne sait pas où il est. Et puis comme ça, hop, ah, pas besoin de payer les 15 millions. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Ukraine n'a pas les moyens de payer les 15 millions de grivnia qui sont dus à toutes les familles de tous les soldats qui sont morts depuis le début de l'opération militaire spéciale. Voilà. Mais là, maintenant, il propose carrément de faire sauter ça. Je pense que ça va venir bientôt parce que, de toute façon, à chaque fois qu'elle l'ouvre, cette Mariana, ce qu'elle propose, tu vois, elle teste le truc un petit peu. Tu sais, c'est comme en France, hein, il y en a certains, ils sont là pour être envoyés en reconnaissance, tu vois, ils sortent une saloperie, et puis ils voient comment les gens réagissent. Et puis si ça passe, après ils le font voter, donc les soldats ukrainiens doivent s'attendre à ce que tout soit raboté hein, pour faire des économies sur leur dos. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont se rendre, sincèrement. Hein. Et puisque je parle aussi de crimes et de trucs de mecs qui partent en roue libre, il semble que les Anges Blancs hein, vont reprendre du service, puisque les autorités ukrainiennes ont décrété l'évacuation obligatoire des enfants dans 2 localités de la région de Soumy, frontalière avec la Russie. Hein, je rappelle hein, que ces méthodes permettent à Kiev d'enlever les enfants à leur famille, hein, si jamais ils refusent eh bien d'évacuer. Et puis ensuite, on peut les envoyer soit pour le trafic d'organes, soit pour les réseaux pédocriminels. Là aussi, je vous renvoie à mon enquête à ce sujet.
Alors la grande nouvelle à l'international de cette semaine, ça a bien sûr été la frappe de la nuit dernière menée par l'Iran contre Israël, hein, surtout contre des cibles militaires. Hein. L'Iran a montré que elle aussi, hein, comme l'armée russe, elle avait une certaine morale. Hein. Donc je vous avais dit la dernière fois que l'Iran ne laisserait pas passer sans réponse le bombardement de son ambassade à Damas par l'armée israélienne, et ça a bien été le cas. L'opération a été nommée Promesse honnête. Elle a impliqué plusieurs centaines de drones et de missiles, y compris des missiles hypersoniques. Ça a permis à l'Iran de montrer à Israël qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, sans pour autant provoquer des pertes lourdes, entre autres parmi les civils, qui aurait poussé Tel Aviv à poursuivre l'escalade en répondant. Netanyahou était bien tenté de répondre, mais Biden l'a calmé. Parce que je pense que Biden a bien compris que là, il y avait quand même un potentiel d'escalade totalement incontrôlable et que là, fallait arrêter de jouer avec le feu quand même 5 minutes. Bien sûr, ils ont envoyé d'abord les Shahed, qui sont extrêmement lents, ce qui a donné le temps à Israël, avec l'aide d'ailleurs hein, des Occidentaux, hein, les Américains, les Britanniques, etc., ont envoyé leurs avions, ont mis à disposition leur propre système de défense aérienne, je pense entre autres aux navires de la flotte de l'OTAN qui étaient à proximité. Donc ils ont intercepté le plus gros. Le but était pas... L'Iran se rendait bien compte, de toute façon, que vu la vitesse des Shahed et la distance entre l'Iran et Israël, que le plus gros allait être abattu. Mais, tout n'a pas été abattu. Cette technique de saturation, ils ont envoyé, je crois, 3 ou 4 vagues de drones et de missiles, a fini par porter ses fruits. Au bout d'un moment, eh bien, entre autres, les missiles sont passés. Et il y a, en tout cas, au moins 2 aérodromes militaires qui auraient été touchés. Il y a aussi des frappes qui ont été menées depuis le sud du Liban, qui a ensuite été bombardé par Tsahal, et depuis le Yémen. Bon, et dans cette affaire, la France s'est encore distinguée, bien sûr, hein, parce qu'on a eu Macron et ses journées hein, qui ont parlé d'attaque, blablabla. Non, c'est pas une attaque, ça s'appelle une réponse, conformément d'ailleurs à la charte de l'ONU, ce qu'a rappelé l'Iran. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que ces gens qui condamnent la frappe iranienne, ils n'ont rien dit quand Israël a bombardé, en violation de toutes les conventions internationales, l'ambassade iranienne à Damas. Là, si vous voulez, le double standard, il devient un peu trop visible, si vous voulez, au bout d'un moment. D'ailleurs, Macron, comme ces journées, se font écharper sur Twitter. À ce sujet-là. Bravo, les gens qui leur répondent franchement et honnêtement en leur mettant leur nez dans leur caca, parce qu'ils le méritent. Et vous n'êtes pas les seuls, puisqu'on a eu aussi donc l'ambassade d'Israël en Russie qui a exigé que la Russie condamne la frappe iranienne. Et là, Maria Zakharova leur a rappelé gentiment que Israël n'avait jamais condamné les frappes ukrainiennes contre des zones civiles en Russie, dans le Donbass, etc. Et que, bien au contraire, Israël avait toujours apporté son soutien à Zelensky et à ses crimes de guerre. Et en gros, le message de Maria Zakharova, c'était écoute, va te faire voir, mais en langage diplomatique. Voilà. Là, on voit clairement que la Russie a adopté un ton de plus en plus dur avec Israël aussi. Parce que il y a deux, trois petites choses qui ne sont pas passées. Hein. Voilà, voilà. Donc, le jour où Tel Aviv condamnera les bombardements ukrainiens qui tuent des civils sur le territoire de la Fédération de Russie, on en reparlera. Hein. Voilà, voilà, voilà. Et puisqu'on parle de crimes de guerre, etc., l'association SOS Donbass a organisé hier plusieurs manifestations en France et en Espagne. Il y a eu donc une manifestation à Paris, une conférence à Bastia, en Corse, et une autre manifestation en Espagne contre le soutien de l'OTAN à l'Ukraine et pour dénoncer les crimes de guerre de Kiev. Alors sans surprise, les autorités n'ont pas autorisé la manifestation qui a eu lieu à Paris d'aller jusqu'à l'ambassade d'Ukraine en France. C'est vrai que ça aurait été dommage hein, que l'ambassadeur ukrainien se fasse dire ces quatre vérités sur les crimes de guerre de son pays. Hein. En tout cas, un grand bravo à ceux qui n'ont pas eu peur de participer à ces manifestations. Il faut beaucoup de courage pour s'exposer ainsi, surtout en France, hein, puisque en France, ça va dire de plus en plus à la dictature, hein, puisque maintenant ils veulent carrément introduire un délit d'opinion, hein, je veux dire. Donc
c'est clair que ceux qui participent à ces manifestations, vous risquez gros, c'est pour ça qu'ils sont assez peu nombreux, parce que je pense que beaucoup de gens ont très peur des conséquences. Donc vraiment un grand bravo aux gens qui ont trouvé le courage de participer à ces manifestations et de montrer qu'il y a des gens qui ne veulent pas se taire malgré les risques et de dire la vérité sur ce que fait l'Ukraine et sur ce que soutient la France tout simplement et les autres pays de l'OTAN. Alors j'ai qu'un seul petit pendant ce temps-là à Kiev, histoire de vous faire un peu rigoler. Donc comme je le disais, hein, l'armée russe frappe toutes les nuits régulièrement un certain nombre d'infrastructures énergétiques et de cibles militaires en Ukraine. Et en région d'Odessa, alors oui, parce un peu de soin sans. Je vous ai parlé la semaine dernière des poupées vaudou, hein, et de Gordon, hein, qui disait que les meilleurs sorciers d'Ukraine, les meilleures sorcières d'Ukraine travaillaient à la défaite de la Russie. Alors bon, là on a une petite vidéo de l'une d'elles à l'œuvre en région d'Odessa. Là on a une sorcière ukrainienne qui utilise la magie pour essayer d'abattre une méchante roquette russe, un méchant missile russe. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Non, non, vu les dégâts, entre autres, sur les infrastructures portuaires d'Odessa, je pense que la méthode sorcière ukrainienne, c'est pas très efficace. Non, faut changer. Voilà. Donc voilà la situation. On va avoir pas mal de choses, pas mal de gros projets là qui vont commencer à arriver. Je vous en dirai plus dès que ça sera un petit peu lancé, mais entre autres, là on va bientôt commencer à travailler sur un film documentaire assez intéressant. Je pense pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi depuis le début, depuis 2014, pour justement remettre certaines églises au milieu du village et rappeler certaines vérités sur l'histoire de ce qui s'est passé cette année-là. Voilà, voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain site rep et d'ici là, prenez soin de vous.